Je vais présenter modestement Haussmann, pour vous dire en quelques mots quelle histoire et quelle histoire liée à celle de notre ville, quel personnage dont on pense avoir tout dit et surtout une chose et son contraire. Le baron Haussmann, simple préfet pour les uns, bourgeois ordinaire ou fonctionnaire exemplaire pour les autres, dont les travaux et la personnalité ont battu les records en matière d'essais et de biographie. Alors Haussmann, moi c'est ce qui me frappe, c'est que Haussmann se conjugue aujourd'hui. On dit haussmanniser qui signifie percer, aérer, libérer les flux, les biens, les personnes, le gaz, et les capitaux. Alors j'espère en tout cas qu'à la fin de cette petite leçon, on se sera fait une opinion sur le baron Haussmann. Haussmann est donc l'invité de cette soirée et nous verrons comment son modèle, en partie identitaire de l'organisation parisienne et de notre vie quotidienne, peut évoluer dans la ville du XXIe siècle avec une réappropriation durable des lieux et une mutualisation efficace. Alors, Haussmann est-il soluble dans la métropole? La question sera posée à Laetitia Dupuis-Fleury, qui est géographe, et Marie-France Taudière, architecte DPLG, toutes les deux attachées au cabinet Urbanis. Oui, c'est ça. La question sera posée à Christiane Blanco, qui est architecte DPLG, urbaniste, enseignante et qui travaille à La Pure depuis de nombreuses années. Et la partie historique, l'introduction à cette petite leçon, dans un instant, sera confiée à Bernard Landau, qui est habitué de nos rencontres, qui est lui-même architecte des PLG, diplômé de l'école des ponts et chaussées, enseignant et actuellement adjoint de la directrice à l'urbanisme. C'est ça? Oui, il n'y a plus de directrice. Alors, adjoint à qui? À personne? Voilà. À toi-même? À vous-même? Adjoint à lui-même à l'urbanisme de la ville de Paris et gratifié du titre depuis 1983 d'architecte voyer de la ville de Paris. Alors, mon cher Bernard Landau, nous allons parler d'Haussmann, mais je crois que plutôt que de parler d'Haussmann, vous souhaitez parler de la ville haussmannienne. Alors, quelle différence faites-vous entre les deux? Ça marche? Ça marche. Oui, bonjour, oui. Alors, parce que en fait, moi, on va parler de la ville au XIXe siècle. Alors évidemment, Haussmann a un rôle, ou la période initiée par Napoléon III et Haussmann ont un rôle très, très important. Mais dominant même. Dominant, oui. Mais en fait, moi, j'ai essayé, dans le temps d'une présentation, hein, de parler de comment s'est transformée la ville, de transformer Paris au XIXe siècle et pourquoi on appelle ça aujourd'hui la ville haussmannienne. Donc en introduction, là, on a en arrière-plan une photo aérienne du centre de Paris, où on voit que Paris, enfin on le sait tous, hein, c'est une ville extrêmement dense, formée de rues qui délimitent des îlots, d'îlots dont les formes sont en fait assez diverses, et qui, pour des gens un peu avertis sur les histoires de l'urbanisme et de l'architecture, en se promenant dans les rues, on peut assez rapidement décrypter à quelle période, dans quelle période de l'histoire de la formation de la ville on se trouve. J'ai mis cette photo parce que on est dans l'hypercentre et en même temps, mais on va en reparler, on voit que cet hypercentre d'une ville qui devait être héritée de la ville de l'Ancien Régime, voire pour partie de la ville moyenâgeuse, a été repercée, reformatée au XIXe siècle. Alors, il faut donner en arrière-plan ce qu'a été la révolution urbaine de Paris, qui était une des plus grandes villes d'Europe au XIXe siècle. J'ai presque envie de faire un parallèle formel, si vous voulez, c'est-à-dire que la révolution industrielle a produit une révolution urbaine, notamment dans les villes européennes, dont Paris est un peu un archétype, d'une nature semblable, même si elle a une échelle complètement différente, de ce que produit la mondialisation avec l'émergence des métropoles mondiales. C'est-à-dire que dans une période relativement brève, les superficies et le nombre d'habitants des villes se sont accrus de façon absolument extraordinaire. Donc l'histoire urbaine se répète ? Elle se répète à d'autres échelles, dans d'autres contextes, mais voilà, c'est quand même, pour faire bref, depuis la fin de la chute empire romain, c'est la première croissance urbaine accélérée, donc les petits schémas qu'on a sous les yeux montrent ça. On voit que le nombre d'habitants, alors pour la superficie de la ville, il y a un petit graphique qui montre la ville, je dirais, de sa naissance
au XXe siècle. On voit que on refait rapidement une histoire des enceintes au XIXe siècle avec l'annexion des communes limitrophes et l'adoption du périmètre en 1860, qui est encore le périmètre de Paris, qui veut s'inscrire dans le Grand Paris. Je fais des petits tiroirs comme ça. Absolument. Voilà. Jetons des ponts. Je jette un grand pont. Se dessine l'échelle de la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est pensée, lorsqu'on prend cette décision, pouvoir accueillir 3 millions d'habitants, alors que, et là les petits graphiques du dessus, en 1800, après la Révolution et l'Empire, c'est 500 000 habitants. Au milieu du siècle, au moment de l'annexion, on est 1,2 million, 1,3 million. À la fin du siècle, on est sur 2,2 millions, 2,4 millions. Et après la guerre de 14-18, à Paris, on est à 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 2,2 millions et on regagne des habitants. Alors, deuxième, ça c'est pour situer quand même le contexte, parce que... alors pourquoi cette croissance, aujourd'hui, juste, il faut se rappeler que la révolution industrielle est une révolution technique, sociétale, qui modifie profondément toute la société. Donc les mœurs, donc les villes sont un des premiers, le rapport de la ville à la campagne, la croissance urbaine, l'apparition des chemins de fer, entre autres. Le chemin de fer arrive dans les villes dès 1830. Sont des facteurs qui vont pousser à une croissance urbaine très très importante. Voilà. Et si on regarde, alors cette carte, je pense que Christiane Blanco peut-être redéveloppera aussi ces questions autrement, enfin avec d'autres images. Cette carte, c'est une carte qui a été établie par François Loyer, qui avait été missionné dans les années 70 pour faire une étude sur le Paris du 19e siècle. En fait, voilà. Donc il y a eu un assez gros travail, dont il a tiré un livre qui s'appelle L'immeuble et la rue. Alors, évidemment, tout ce que je vais vous dire, je l'ai puisé dans pas mal de livres qui ont été écrits. Donc, le travail de François Loyer est quand même un des travaux qu'il faut citer lorsque l'on parle de cette période, une somme importante. Voilà. Et cette carte montre bien que le bâti parisien, alors, je ne sais pas si vous distinguez les couleurs, mais en gros, ce qui est très très foncé, c'est sur la périphérie et c'est tardif, c'est post-19e. Et ce qui est très clair, c'est au centre, mais on est sur la fin de l'Ancien Régime et le début du 19e siècle. Après les guerres napoléoniennes, il y a quand même une première période de croissance économique qui se traduit par une croissance urbaine importante dans les années 1830. Et puis ensuite, on a un deuxième cycle qui va être une véritable transformation à partir de Rambuteau et d'Haussmann, et puis ensuite pendant toute la durée du XIXe siècle. Mais quels sont les secteurs les plus développés quand même à cette époque? Et on voit bien que la ville pousse un peu dans les faubourgs, elle pousse un peu sur les territoires annexés en 1860, mais elle pousse essentiellement, surtout à l'ouest de Paris, dans les quartiers d'ailleurs qu'on appelle aujourd'hui un peu les quartiers haussmanniens. Voilà. Autour de l'Étoile, le 16e, le 17e. C'est ce que montre cette carte. Et je pense qu'on ne peut pas non plus bien comprendre de ces transformations urbaines sans revenir à ce qu'était le statut de la propriété, du découpage foncier, et comprendre que ça a été un âge d'or de l'immobilier. La valeur du foncier pendant cette période, et surtout... mais bien des années 1830, être un propriétaire foncier, la rente foncière. Les propriétaires fonciers, d'ailleurs, sont une partie du corps électoral de l'époque qui pèse beaucoup dans les lois, dans les débats. C'est une caste sociale, oui. Donc le foncier, être propriétaire, et les immeubles que l'on appelait les maisons, si vous voulez, le terme immeuble est beaucoup plus tardif, appartiennent à des propriétaires individuels. La copropriété est plus tardive, d'ailleurs. Je pense que vous en parlerez également. C'est-à-dire le statut de la copropriété, quand même, pose d'autres questions sur les questions de mutation de ces immeubles. Et voilà, donc j'ai mis quelques chiffres, si vous voulez, qui montrent bien que, d'une part, c'est une ville de propriétaires, et d'autre part, que le nombre d'immeubles construits, notamment en comparaison au nombre d'immeubles qui sont démolis, parce que pour transformer la ville, on va un petit peu en parler, il a fallu quand même démolir pas mal de choses. Il y a un solde qui est très très important, et donc le nombre d'immeubles et de logements construits dans Paris est également à cette période considérable. Il faut le mettre en relation avec les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous voulez, dans Paris, on a près de 100 000 immeubles. Voilà, on compte
près de 100 000 sur la totalité de la ville. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que même s'il y a un mouvement de modernisation de par les travaux haussmanniens, il y a tout au long, et je dirais pas jusqu'à aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, subsiste toujours quand même dans cette ville des immeubles insalubres, voire des taudis. Le tout à l'égout, après la Seconde Guerre mondiale, pour donner des comparaisons, c'est encore à peu près 30 à 35% de Paris qui n'a pas le tout à l'égout. Et il y a eu encore des quartiers insalubres, voire des taudis pendant très longtemps, y compris dans les années 50. Alors, en quoi va constituer cette transformation radicale de la ville ? Les nécessités de la transformation de la ville, les ingénieurs ont assez rapidement compris que, si vous voulez, on essayait d'élargir les rues pour les nécessités de la circulation, surtout lorsque les chemins de fer arrivent dans la ville, les débarcadères arrivent dans la ville et qu'on met moins de temps, enfin relativement, à aller d'Orléans à Paris, et qu'on arrive sur des faisceaux de voies dont les plus larges, par exemple la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, étaient les voies de l'Ancien Régime, c'était près de 12 mètres de large, si vous voulez. Donc on débouchait comme ça dans une ville qui était encore une ville dont la structure était encore très moyenâgeuse, et il y avait une nécessité de retrouver un circuit d'aération, de distribution, de circulation dans la ville. Et pendant très longtemps, on a pensé qu'il suffisait de mettre un peu dans les plans de voirie des arrêtés, disons qu'on élargissait les rues au fur et à mesure que l'on démolissait les immeubles. Mais on s'est rapidement rendu compte que cette méthode mettrait des années, voire des centaines d'années pour produire des résultats. Vous le voyez quand vous promenez dans certaines rues, on voit bien ces ruptures d'alignement correspondant à différentes époques. Et déjà, dès Rambuteau, on a expérimenté la percée comme outil d'urbanisation. Vous nous rappelez qui était Rambuteau ? Alors Rambuteau, voilà, il y a quelques grands préfets qui précèdent Haussmann. Il y a Chabrol et Rambuteau qui portent donc une rue Rambuteau dans Paris, voilà. Et c'est un grand préfet qui est un peu effacé dans la mémoire par rapport à la stature de ce qu'a fait Haussmann, mais qui est quand même un personnage important. Et déjà, on a des premières mises à application de percée. Alors percée, donc je mets cette planche pour qu'on comprenne bien ce qu'est la mécanique de la percée. En fait, si vous voulez, c'est une mécanique qui est très intelligente si on regarde un peu les choses avec du recul par rapport, par exemple, à d'autres théories, d'autres époques qui ont fait la table rase où je rase un quartier pour refaire complètement quelque chose de nouveau sur ce quartier. Là, c'est que je fais passer des rues dans la ville reliant des points cardinaux dans un plan global qui sera ensuite adopté d'ailleurs par Haussmann et Napoléon III. Et je n'exproprie que ce dont j'ai besoin pour faire passer cette percée à travers la ville. Et quelque part, je dois reconstruire sur l'ensemble des terrains expropriés qui sont délimités par des études assez fines pour voir quelles sont les parcelles concernées au cas par cas par les nécessités de cette expropriation. Je reconstruis en façade de nouveaux immeubles qui vont constituer une sorte de ville nouvelle qui, vous voyez, je trouve cette très belle expression qui dit que la ville moderne se glisse dans les coulisses de la ville ancienne. Et c'est vraiment la percée. C'est assez ça, quoi. C'est-à-dire que si on se remet dans l'esprit je sais pas, tout ça est assez décrit dans la littérature, hein, que ce soit de Zola à Balzac, on a un peu ces différentes. Beaucoup de choses sont écrites sur cette transformation de Paris, mais voilà, l'esprit de la percée repose sur cette science de la chirurgie urbaine qui va permettre une transformation radicale de la ville. Et vous voyez, si on prend l'exemple d'une des premières percées un peu historique qui avait été entamé sous Rambuteau pour dégager les abords de la gare de l'Est, donc en haut de la photo du boulevard de Sébastopol que vous voyez ici. Le boulevard Sébastopol est une des premières percées réalisées sous Haussmann. Elle fait partie il y a eu 3 réseaux de percées, si vous voulez. Il y a les 3 réseaux, donc ça c'est le premier réseau, et on voit très bien, donc c'est une percée qui fait 30 mètres, on imagine à peu près ce qu'elle démolit et ce qu'elle reconstruit sur son passage. Et ce qui est intéressant dans cette photo, si vous voulez, c'est que vous voyez à droite et à gauche la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis, qui étaient les rues anciennes historiques, donc même qui menaient à la basilique, et qui étaient des voies de 10-12 mètres, quoi, mais qui étaient vous voyez, la rue Saint-Denis. Et qui sont restés alors. Et qui sont restés avec la rue des Faubourgs, qui passe par la porte Saint-Denis, qui amenait
à la basilique de Saint-Denis pour enterrer les rois de France, qui étaient un peu les rues historiques. Donc voilà la mécanique de la percée qui est l'outil de la grande typologie, ça, la percée. Hein. De cette transformation. Et je mets juste dans cette carte les travaux des percés qui ont été réalisés dans la période 1850-1870. Le mouvement se poursuit bien après, hein, très tard, comme on verra. Et il permet de redonner une structure d'un réseau qui a quand même ensuite permis beaucoup de choses. Le métro en dessous, le métro rien au-dessus, Vélib et les couloirs de bus aujourd'hui, voire les tramways. C'est-à-dire qu'il y a un système quand même d'aération de la ville dont nous bénéficions encore largement aujourd'hui. C'est une trame souterraine alors, hein. C'est une trame. Alors là, si vous voulez, c'est que juste pour mémoire, pour les amateurs d'histoire, sous les percées, on va construire aussi un magnifique réseau d'égouts. C'est ça. J'en parle pas là, puisqu'on est sur les formes urbaines, mais c'est un ouvrage d'art complexe, très très savant. Ce réseau d'égouts est d'ailleurs conçu, puisqu'on l'évoque, il est conçu avec des collecteurs qui sont de la taille des tubes de métro qui permettront d'accueillir le métro à la fin du 19e siècle. Et vous voyez les grands collecteurs. Déjà, la technique permettait on a une véritable rue souterraine ou un urbanisme souterrain qui, d'ailleurs, dans les premières expositions universelles de la période haussmannienne, toutes les têtes couronnées ils auront envie d'aller voir cette nouvelle ville souterraine qui est sous les voiries. Alors là, je mets aussi puisque aujourd'hui nous parlons des formes urbaines, donc il y a la percée qui permet, si je puis dire, de glisser une nouvelle forme de découpage du parcellaire et d'architecture et d'urbanisme, dont on va un petit peu parler dans les images suivantes, le long des voies de ces percées, mais elle permet également d'envisager des lotissements, des morceaux de quartier, puisque toute la ville n'est pas construite, notamment autour des gares. Il y a des opérations de spéculation importantes qui sont faites par les compagnies ferroviaires et la banque, qui devient un acteur très important de la mutation économique de la ville, puisqu'on est là dans un système quand même d'une économie urbaine. On voit, si vous voulez, sur cet exemple, comment se constitue petit à petit le quartier nord de l'Opéra, puisque la percée de l'Opéra est plus longue et plus tardive, et comment des ensembles d'îlots sur cette période 1848-1870 sont expropriés et reconfigurés, cette fois-ci, dans les règlements et les typologies des immeubles de la période que l'on appellera là vraiment haussmannienne. Hein. Bon, l'avenue de l'Opéra, la percée est décidée dans le deuxième réseau, mais elle s'achève en 1879 parce que, alors c'est la seule percée qui n'a pas vraiment une justification circulatoire. Elle est vraiment là pour mettre en valeur le bâtiment de Garnier, l'Opéra. Qui n'a pas voulu d'ailleurs de plantation. Alors voilà, oui. Mais gâcher la perspective. Oui, sur mais son toit, si vous voulez, on voit quand même que, alors ça devait être les services de Monsieur Alvan, on voit sur cette photo qu'il avait démarré quand même l'avenue avec des plantations. Oui, bon, et puis après, probablement qu'on a dû dire, oui. Bah non, les plantations pour mettre en perspective l'Opéra, c'est pas bien. Et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, alors peut-être un jour il y a des gens qui s'amuseront à travailler sur les évolutions de la topographie de la ville. La ville est un peu aplanie quand même. Au cours des siècles, elle est aplanie. Elle avait beaucoup plus de relief. Et là, il y avait une butte. Il y a quelques photos qui montrent quand même que c'était des travaux colossaux, quoi. Enfin, pour les voisins, à mon avis, le chantier des Halles aujourd'hui, c'est une partie de plaisir. Hein, si on compare. Enfin, je ne veux pas lancer des polémiques, mais le contexte. Bon. Donc on a quand même, si vous voulez, et puis les moyens mécaniques n'étaient pas les mêmes. Bon, voilà. Donc quand même, la percée de la butte au moulin, au milieu de la future avenue de l'Opéra, ça a été une sacrée épopée, quoi. Donc Paris traverse comme ça des périodes. Et pourquoi elle ne s'imposait pas, cette percée, vous dites ? Elle ne s'imposait pas au plan circulatoire, oui, parce qu'elle n'avait pas vraiment dans le grand réseau. Alors là, j'ai pas mis le plan, mais en fait, il y a un plan il y a un plan historique qui était, paraît-il, dans le bureau de Monsieur Bouvard. Monsieur Bouvard, c'est l'architecte qui s'occupait de faire le plan et de dessiner ces grands tracés. Et puis, on dit aussi que Haussmann ou Napoléon III, là, avait dans son bureau le grand plan de Paris avec, on peut dire, la prospective d'un certain nombre d'opérations qui devaient rester quand même assez confidentielles, parce que, si vous étiez un peu au courant, il y avait quand même matière on appellerait ça spéculation, quoi, ou
anticipation sur des acquisitions dans des endroits où c'était important d'être par rapport à ce qui était prévu. Et celle-ci ne figurait pas, parce que pour l'essentiel, et d'ailleurs l'ensemble des percées nord-sud ou reliant des points cardinaux de la ville correspond quand même à quelque chose d'assez intelligemment pensé dans le cadre d'un développement isotrope, qui s'adresse vraiment à tout le territoire de la ville. On n'est pas sur du coup par coup. Alors, bon, là, moi, on va dire qu'il l'a fait pour lui, celle-là, alors. Celle-là, elle est pour un lui peu, et ses amis. voilà, elle est un peu pour les grands boulevards et l'opéra. Oui, oui. Les places, en général, les places haussmanniennes, complètement différentes des places de l'Ancien Régime. Les places royales sont des vraies places composées, qui sont là pour magnifier la ville. Les places haussmanniennes, c'est plutôt des carrefours, même si, par exemple, place de la République, aujourd'hui, on en transforme l'usage pour en faire une vraie place avec moins de voies qui tournent autour. Elles sont toutes dans des configurations de carrefours, voire de grands giratoires, comme l'Étoile ou la Nation, ou de croisements un peu complexes avec des géométries. Contrairement, si vous au plan damier de beaucoup de villes américaines, nord-américaines, on est à Paris, une des singularités, c'est qu'on est sur des plans triangulés, c'est-à-dire qu'on rejoint les points de la ville sur des systèmes de triangulation qui donnent d'ailleurs des formes ensuite de redécoupage d'îlots assez singulières, avec ces bâtiments de proue dans des formes triangulaires qui sont très très typiquement parisiens. Et chaque fois, on a comme ça cette théorie des percées et leur dessin sur des carrefours et des places donnent des choses singulières. J'aurais pu mettre la place de la République, j'aurais pu mettre... là, on est sur la place des Ternes et on voit, si vous voulez, quand même des choses intéressantes sur le plan des formes urbaines, cet immeuble avec une cour arrondie que l'on voit derrière. Il y a toujours des surprises. Enfin, derrière cette uniformité, je dirais, derrière cette uniformité de la façade et d'un règlement d'architecture dont on va dire deux mots, il y a derrière quand même une assez grande diversité d'exercices, de formes, qui fait que quand on habite dans un immeuble haussmannien, on n'est jamais complètement dans un HLM anonyme des années 60. Là, je lance quelques polémiques. Là, voilà. Une autre. Paf. Bon. Alors, Michel Aulet n'est pas loin. Bon, là aussi, donc on est vraiment... Alors, voilà, le Paris haussmannien, c'est un peu l'histoire du vieux Paris au Paris haussmannien. Donc, on a là un peu les typologies, je dirais, idéales de l'îlot haussmannien. Alors, qui se retrouvent soit dans ces formes d'îlots rectangulaires assez organisés, avec des variations d'immeubles dont les façades vont de 18 à 24-25 mètres. On a une espèce de répétition d'immeubles qui sont tous différents parce qu'il y a un travail sur l'esthétique et une réinterprétation des styles classiques, je dirais, dans un premier temps assez sobre, et puis ensuite, avec le siècle, il y a des courants plus riches. On va même être un peu parfois avec des immeubles rococo, voire art nouveau, mais toujours dans ce même découpage parcellaire. Et le découpage, le rythme des façades, le découpage des parcelles est assez dicté quand même par cette typologie d'immeubles qui correspond en même temps, par rapport aux périodes antérieures, à des progrès ou des façons nouvelles de construire les bâtiments avec des structures en fonte ou en acier, des planchers, un système constructif qui va évoluer avec la pierre, la brique à l'intérieur et qui se traduira également évidemment par des modifications des plans et des modes d'habiter. Alors peut-être faut-il dire aussi que dans cet urbanisme haussmannien ou cet héritage de la ville haussmannienne, c'est aussi par rapport à l'Ancien Régime où les façons d'habiter la ville, donc qui sont les questions un peu sociétales, l'apparition quand même de l'appartement moderne, d'un nouveau type de façon de vivre la ville, avec une division sociale par étage qui est assez codifiée, et la production d'immeubles et d'appartements. Donc tout ça, ça a été assez bien analysé dans pas mal d'études, mais qui vont de l'appartement grand luxe, c'est-à-dire que vous trouvez des très beaux appartements de 400 mètres carrés dans l'haussmannien, mais vous trouvez aussi ce qui était à l'époque des appartements populaires ou ouvriers de 3 pièces de 50-60 mètres carrés, voire des 2 pièces de 37 mètres carrés dans ces immeubles haussmanniens, mais qui ont gardé une vraie qualité, je dirais. Donc il y a cette typologie. Vous parleriez de mixité ? Alors, ou le mot est osé ? Non, il y a quand même une conception d'une mixité verticale, puisque, en tout cas, il y a des couples, là je vais vous en montrer, la vie sociale s'organise en fonction des classes d'âge, il n'y a pas l'ascenseur, donc évidemment, les plus pauvres sont sous les toits.
Mouvement inversé aujourd'hui, hein, c'est plus riche, plus on est haut, plus c'est cher. Hein. Mais voilà, bon, à l'époque, c'est plutôt le deuxième. C'est cher à tous les étages. Oui, c'est cher à tous les étages, voilà. Mais bon, à l'époque, au deuxième étage, on a des beaux balcons, enfin, quoi qu'ensuite, on a des balcons au deuxième, et au quatrième, au cinquième étage. Et ce qu'il faut voir également, ce qui est intéressant, et ce qui, à mon avis, est vraiment une particularité parisienne, on en reparlait avec Christiane, c'est qu'on est historiquement à Paris dans une architecture de gabarit. Alors, une architecture de gabarit, c'est quoi? C'est que les bâtiments... Alors, il y a aussi, il faut le dire, à Paris, alors moi qui suis architecte, vous voyez, évidemment, je suis un peu l'héritier de cette conception de la ville, c'est que la ville résulte, les autorisations, ce sont des règlements de voirie, voilà, il n'y avait pas de permis de construire, il n'y avait pas de code de l'urbanisme, tout ça, ça apparaît après la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait un règlement qui s'appelait le règlement de voirie, qui permettait de donner les règles d'édification des immeubles par rapport à la rue. Mais qui a évolué selon le temps, alors. Qui évolue selon le temps, mais finalement, il y a une grande homogénéité de la ville, puisque entre l'ancien régime et le règlement de 1902, on a 4 règlements, mais on passe dans la verticale du bâtiment, avant on peut construire dans les étages au-dessus de la corniche de la Gouttière, c'est-à-dire dans le gabarit enveloppe qui vient sur le toit. On va gagner, là, sur cette verticale, on va passer de 17 à 20 mètres. En gros, on gagne un étage en un siècle. Alors que, mais je pense que là, Christiane développera plus, si vous voulez, notamment avec le règlement de 1902, c'est-à-dire lorsque l'ascenseur va permettre de monter plus haut, on a ensuite des bâtiments de plus grande importance, lequel règlement de 1902 dure jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire dans ce règlement, on va faire des choses aussi différentes que de l'haussmannien pur jus ou du mouvement moderne. Je ne sais pas, par exemple, la faculté des sciences de la rue des Saints-Pères, elle est construite avec le règlement de 1902, hein, ou des bâtiments de Malestéven sont construits avec le 1902. Mais quelque part, il y a ce que je veux souligner, si vous voulez, c'est que la ville haussmannienne, c'est aussi des bâtiments de 5 étages, voilà, avec une... Loyer l'explique très bien, c'est-à-dire qu'au-dessus de la corniche, ensuite, il y a un deuxième bâtiment qui se met sur le toit et qu'on peut avoir 1, 2, 3 avec une grande variété selon l'histoire des règlements. Je ne vais pas vous infliger un cours de l'histoire des règlements et des typologies des toitures de Paris, mais ça dessine quelque chose d'assez singulier comparé à d'autres villes qui n'ont pas, à part, on discute un peu Barcelone qui est dans la typologie des gabarits enveloppes, il y a cette idée qu'à Paris, la physionomie de la ville est quand même le résultat de cette longévité du règlement qui a dessiné pendant cette période d'expansion une ville assez homogène, avec certes des diversités de bâtis importantes, mais des grands alignements, des perspectives, des corniches qui filent, et c'est ce qui constitue, si vous voulez, voilà, la ville haussmannienne, je pense que c'est un peu cette histoire-là. Alors Haussmann, moins répressif, qu'on veut bien le décrire, et plus créatif. Alors, bon, vous savez, répressif, moi Répressif, hein. Répressif, oui. Alors, il y a tout un courant qui dit qu'il y a eu une stratégie militaire pour éviter les émeutes. C'est peut-être un peu vrai. Moi, je pense que c'est très intéressant de le constater, mais de toute façon, on a des émeutes pendant la Révolution française, on dépave en 1830, on dépave en 1848, et on dépave ô combien avec la Commune. Bon, donc après le départ d'Haussmann. Bon, donc de toute façon, si ça avait été une stratégie, ça n'a pas servi à grand-chose parce que, si vous voulez, ça n'empêche pas les révolutions. L'urbanisme n'empêche pas les mutations sociales et les révolutions. Bon, donc je trouve que c'est un faux débat qu'on lui fait. Bon, c'est un point de vue personnel et qu'on ferait mieux de dire qu'on est content d'avoir eu ces percées pour pouvoir y mettre, comme je vous le dis, les galeries dans lesquelles on peut faire mettre les circuits de nouvelles technologies, le métro, le tout à l'égout et des tas de choses que beaucoup d'autres villes nous envient. Bon, moi, c'est ce que je retiens. Je suis un peu provocateur, là, un peu dans le débat. Je suis pas loin de vous. Bon, voilà. Image suivante. Alors voilà, c'est cette architecture du règlement qui fait à la fois... voilà, je mets cet exemple qui est la rue Gay-Lussac, oui, d'ailleurs une des rues des pavés en 68. Oui, hein, absolument. Bon, bien chahutée. Voilà, bien chahutée en 68. Mais bon, enfin, bon... elle est assez à l'image de ce qu'on peut appeler la ville haussmannienne. Et bon, cette image, alors il y en avait d'autres, mais je n'ai pas eu le temps d'en trouver d'autres. On voit bien comment s'organise quand même dans cet habitat et ces avenues qui deviennent des promenades. Avant, les rues, c'était un peu étroit, c'était compliqué. Enfin, les avenues deviennent dans la ville des promenades. C'est-à-dire qu'on a plaisir. Enfin, alors, il y a le commerce, les grands magasins. On y met du meuble urbain. Ça, c'est Alphand. Ouais, c'est un des copains d'Haussmann, oui, enfin, un des grands ingénieurs d'Haussmann, voilà,
qui succède à Haussmann et qui reste le grand directeur des travaux. Dans l'esprit du baron. Hein. Mais on voit bien qu'on a une relation entre le bâti, la forme de l'architecture de ces bâtiments, et puis l'organisation de la vie, le dedans et le dehors. Enfin, je crois que dans la ville haussmannienne, il y a aussi cette qualité du rapport entre l'espace public et la structure et la typologie de l'architecture. Est-ce que c'est une ville qui respire ? Alors, vous parlez des îlots de chaleur ou... Quand il y a beaucoup de voitures, c'est un peu compliqué. Oui, il fait bon respirer. Mais je crois qu'il fait quand même bon y vivre. Voilà un peu, donc j'ai mis ces images parce que je crois que c'est aussi un rapport entre l'espace public et la vie privée. Et il y a un mobilier urbain. Hein. Alors oui, il y a très typé. Hein. Avec les promenades, il y a l'apparition du fait qu'on va équiper, meubler, habiller, décorer l'espace public. Ces grandes variétés d'architecture qui sont un élément d'une composition globale, hein, mais qui comme je vous l'ai dit, alors il y a une première période qui est assez austère, on va dire. Bon, là, un peu pour les historiens de l'architecture, il y a la période avant Haussmann, qui est le néoclassique, est assez riche, assez élégante comme architecture. La période haussmannienne pur jus, qui va jusqu'au règlement de 1889, elle est assez austère, en fait. Et puis ensuite, on va beaucoup plus enrichir cette architecture, donc avec ce qu'on appelle un peu le style pompier, mais dans des choses qui ne sont pas aujourd'hui laides. Et ce qui est intéressant, là j'ai mis aussi des photos, des plans des appartements pour voir qu'on a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des typologies de logements assez variées dans cette gamme de produits immobiliers qui se sont construits dans toute la ville. Je terminerai, enfin j'ouvrirai la suite sur un peu ce constat, si vous voulez, c'est que c'est une ville qui est enfin, alors, il n'y avait pas de développement durable, on ne parlait pas dans ces termes, mais c'est quand même une ville qui a énormément de qualité du point de vue de ses possibilités d'adaptabilité dans le temps. D'abord, tous les rez-de-chaussée de ces bâtiments, qui étaient souvent construits avec des structures de poteaux en fonte. Comme moi, vous avez vu que tous les commerces de la ville changent énormément, que l'explosion récente depuis une quinzaine d'années des cafés, des restaurants, vous avez des quartiers, je vois dans la rue Sedan, vous rentrez dans un café, il a exproprié les 4 immeubles voisins pour développer le café, vous ressortez par une autre porte. Enfin, il y a une espèce de... Et puis vous allez dans le Marais, vous verrez les boutiques qu'elles ont reconquis dedans, à l'intérieur des îlots. Enfin, il y a une capacité d'adaptabilité dans le temps des fonctions du rez-de-chaussée sur rue, qui sont quand même, du point de vue de la vie urbaine, des choses importantes, qui donnent une très grande souplesse. Moi, je doute qu'on fasse ça avec les immeubles en béton qu'on produit encore aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas comment ils pourront être adaptés. Sincèrement, là, une polémique. Voilà. Ouais. Alors ensuite, ces immeubles, si vous voulez... là, on est en train de travailler avec la PUR sur qu'est-ce qui produit du logement à Paris. Voilà. Eh bien, on se rend compte que ce capital que constitue la ville historique héritée produit encore beaucoup de logements. Alors évidemment, il y a eu la reconquête des combles, les transformations en logements, beaucoup d'immeubles de bureaux qui sont de fait obsolètes parce que les surfaces sont transformables en logements. Donc c'est un bâti qui a une grande souplesse d'évolution, d'adaptation. Qui a une valeur patrimoniale au sens riche et large du terme. Bon, moi j'ai quand même un peu envie de dire ça parce que, en tout cas, c'est un des enjeux de mutation et d'adaptabilité de la ville aux exigences notamment du changement climatique et d'une ville plus durable, enfin des critères qui prédominent à l'urbanisme d'aujourd'hui. Et cette ville ancienne présente, de ce point de vue quand même, enfin on en parlera, pas mal d'avantages. Elle n'est pas inintéressante. Et c'est ce qui se passe quand même dans toutes les villes européennes qui, sous des formes différentes, au XIXe siècle et un peu après, ont produit des choses qui sont dans ce qu'on appellerait la famille, on ne va pas l'appeler haussmannienne, mais la famille de la ville européenne comparée aux familles des structures des villes qui émergent un peu dans le monde. Elles ont cette singularité qui n'est pas que patrimoniale, qui est plus globale, qui est sociétale, je pense. Et qui se projette. Et qui se projette et qui est quand même finalement assez appréciable. Voilà. Merci Bernard Landau. Donc on garde Haussmann. Il n'y a rien acheté. Je ne sais pas, je crois qu'il n'était pas question de faire une nouvelle statue à la mémoire d'Haussmann dans Paris. Non
bon, j'ai lu un peu sur le baron Haussmann et j'ai lu quelque part que cet homme qui était un géant, il mesurait 1,92 m, avait une santé malingre et qu'avant ses travaux, la traversée de Paris lui soulevait le cœur tellement il trouvait ça insalubre, irrespirable. Voilà. Oui, enfin, il en parle un peu dans ses Oui, mémoires, mais ça. en même temps, il avait beaucoup arpenté à pied Paris. C'est ça. Oui. Il connaissait bien la ville. Il arrive, il a une cinquantaine d'années. C'est un homme mûr. Déjà, il a fait pas mal de choses dans différents. C'était un grand préfet, donc et il connaît bien la ville et il l'avait arpenté. Et oui, je pense qu'il avait un peu cette Alors c'est quand même, c'est vrai, c'est un homme un peu de l'ordre en même temps, mais c'est un homme je pense, qui est très cultivé, de progrès. Aujourd'hui, on appellerait ça, c'est un leader d'entreprise. Enfin, je veux dire, il arrive à mobiliser l'administration, recruter les bons éléments, faire bouger les choses avec. Et puis, il a une véhémence, une force de caractère de travail assez exceptionnelle. Il ne s'est pas enrichi, pas du tout, mais tout le monde le reconnaît. Donc, il ne s'est pas enrichi modestement. Une fois que il a même freiné un peu la spéculation. Et oui, alors il a essayé aussi de freiner. Il y a eu également des productions. Enfin, Napoléon III avait un peu ce côté qui est présent dans le bonapartisme, c'est-à-dire il y avait essayé quand même de trouver des choses. Il y a eu des premiers dispensaires. Les premiers dispensaires datent de cette époque. Sur le plan social, il y avait. Alors ça passait plus par des organismes philanthropiques, mais un certain nombre de premières cités ouvrières qui sont un peu à l'origine de ce que sera ensuite le mouvement HLM. Ça se passe à cette période, ça démarre sous Napoléon III. D'accord. Merci beaucoup Bernard.